Bonjour, je suis Cécile Brault, responsable des collections du musée de Salagon. Et nous allons vous faire visiter les réserves qui sont installées à une centaine de mètres du prieuré. Moi, je m'appelle Emmanuel Blanc. Je m'occupe principalement de la saisie des notices, du nettoyage des objets, de tout ce qui est conditionnement et rangement. Donc la petite main utile dans les réserves. La collection fondatrice du musée de Salagon a été constituée par l'association Alpes de Lumière. Cette association fut fondée par Pierre Martel en 1953. En 1981, elle crée le Conservatoire du patrimoine ethnologique de la Haute-Provence, ici à Salagon. Des objets sont alors collectés dans l'urgence, comme c'était souvent le cas à cette époque qui a vu l'émergence des écomusées. Salagon se définit comme un musée ethnologique, musée de territoire, dédié au patrimoine de la Haute-Provence. Le fond du musée est constitué d'objets de la vie quotidienne rurale. Nous conservons vraiment de tout, de la petite cuillère en passant par des draps, des vêtements, des ustensiles de cuisine, mais aussi de l'outillage lié aux travaux agricoles et à divers artisanats, et bien d'autres choses encore, comme des objets en lien avec le pastoralisme, par exemple. Nous allons visiter 2 étages récemment rénovés. Alors, tous les objets ne sont pas ici. Nous en conservons plus de 20 000. Les objets les plus volumineux, comme les charrettes, les charrues, les gros outils, sont stockés dans un hangar. Cette collecte d'urgence avait pour but de sauver de l'oubli des objets qui étaient jetés, qui étaient abandonnés par leurs propriétaires à cause de leur vétusté ou de leur obsolescence. Et l'intérêt des objets issus de cette collection, c'est qu'ils sont des témoins d'un monde rural disparu, ou en tout cas qui était en train de disparaître à ce moment-là, au moment de la collecte. C'est pourtant un monde qui n'est pas si lointain, mais en effet, ces objets datent pour la plupart d'entre eux de la première moitié du XXe siècle. Et nous ne conservons pas d'objets très précieux, mais essentiellement des objets qui ont servi. Et justement, c'est ça qui en fait tout leur intérêt. Ce sont vraiment des objets qui sont des témoins de la société rurale traditionnelle. Et la collection a été ensuite enrichie grâce à des dons et des achats réalisés au fil des années. Les objets sont rangés par typologie et par matériaux. Puisque selon leurs matériaux constitutifs, ils n'ont pas les mêmes exigences en termes de conservation préventive. Alors nous sommes équipés de mobilier spécifique pour la conservation, comme ce meuble à plan et ces étagères qui sont en métal recouvert de peinture époxy, donc c'est de la peinture cuite. Et ce mobilier ne dégage pas de COV. Donc les COV sont les composés organiques volatiles. Donc c'est important parce que les COV dégagés par certaines colles, par exemple dans les mobiliers en bois contreplaqués, peuvent dégrader les matériaux comme le métal, par exemple. Alors vous voyez que ces étagères sont recouvertes d'une fine couche de mousse blanche. Donc ça permet d'amortir les éventuels chocs et surtout ça nous permet de détecter plus facilement la présence d'insectes xylophages, c'est-à-dire d'insectes qui attaquent le bois ou d'autres insectes, puisque la vermoulure on va pouvoir la détecter plus facilement sur cette couleur blanche. Et certains objets sont posés sur des mousses plus épaisses, donc des contenants adaptés, creusés sur mesure par Emmanuel. Parmi les contenants spécifiques que l'on a fabriqués, il y a des housses en polyéthylène non tissé pour certaines vanneries, ou bien encore des boîtes sur mesure en polypropylène cannelé. Tous ces matériaux sont spécifiques vraiment pour la conservation. Ils sont dits neutres, c'est-à-dire chimiquement stables,
On les achète dans des catalogues spécialisés pour les musées. Il y a plusieurs facteurs de dégradation possibles. Tout d'abord, la lumière du soleil. Donc ici, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Ensuite, les rongeurs. On a une société de dératisation qui vient régulièrement poser des pièges. Également les moisissures qui peuvent se développer en fonction de la température et de l'humidité. Alors on mesure régulièrement avec un appareil spécifique la température et l'hygrométrie. Ensuite, la poussière qui est abrasive, donc qui peut causer des dommages aux objets, mais aussi qui attire les insectes. Donc la prévention des infestations s'effectue en inspectant et en dépoussiérant régulièrement les objets et en passant l'aspirateur régulièrement dans les salles. Et donc les insectes, on a fait venir récemment, l'année dernière, un entomologiste qui a fait un bilan des infestations. Nous avons installé l'année dernière ces désinsectiseurs. Ce sont des lampes vertes qui attirent les insectes volants. Ces lampes n'émettent pas de rayonnement UVA, donc elles n'endommagent pas les objets photosensibles. C'est une manière inoffensive de protéger les collections, sans produits chimiques, sans bruit, sans odeur. De plus, ces lampes vertes permettent de répertorier les insectes car elles sont pourvues d'une plaque adhésive. Donc les insectes qui sont attirés par la lumière verte viennent se coller sur cette plaque. Et donc grâce à ça, on peut les dénombrer, les identifier et connaître exactement les risques encourus par les collections. Au sol, on pose des pièges à glu pour attirer les insectes rampants. Et l'année dernière, nous avons également fait traiter les objets en bois par une société spécialisée qui a pulvérisé un gel insecticide. Ce gel pénètre sur plusieurs centimètres au cœur donc de l'objet. Et ce traitement a un effet rémanent, c'est-à-dire il protège les objets pendant plusieurs années. Il protège donc de nouvelles attaques d'insectes. Dans ce meuble à plan, on conserve toutes sortes de documents sur papier et des œuvres sur papier également, comme par exemple, vous voyez ici des cartes anciennes du département, ou bien encore dans ce tiroir différentes publicités anciennes, donc on a des choses assez marrantes. Des étiquettes, par exemple, de boîtes de conserve, des publicités pour des engrais. Alors, les documents sont classés par typologie. Donc là, c'est tout ce qui est gravure, estampes, des anciennes, des plus récentes comme celle-ci. Également, pas mal d'imagerie religieuse. Alors là, il n'y a pas que du papier. Là, par exemple, on a une broderie funéraire de la fin du 19e siècle, ou alors des choses amusantes comme ça. Là, ce sont des échantillons de tissus pour crèches, avec les rochers, le ciel, l'herbe, voilà, tout ce qui servait de décor pour les crèches. Et également, pour terminer, je vais vous montrer rapidement des partitions, des diplômes, des cahiers d'écoliers. Cette pailleuse est la plus grande pailleuse que l'on conserve. C'est une réserve à grains. Elle fait plus de 800 litres. Elle a été restaurée il y a quelques années parce qu'elle était toute avachie sur le flanc. Donc ça a été un long travail de restauration, en humidifiant la paille progressivement, en redressant chaque jour un petit peu. Et après, on l'a cerclée avec des tendeurs pour justement qu'elle conserve sa forme. Donc c'est une technique qui était très utilisée dans les Alpes de Haute-Provence et alentours. C'est une technique à base de paille de seigle principalement, et de ronces. Donc on coud des boudins de paille de seigle avec des brins de ronces. Et ça fait quelque chose de très dense
que les souris avaient du mal à grignoter et qui protégeait les grains pour l'hiver. Donc vous pouvez la voir aujourd'hui en l'état et vous voyez aujourd'hui, vous pouvez aussi voir sur la photo son état avant restauration. Les collections comptent plus de 400 pièces de textile. Nous en avons terminé l'inventaire l'année dernière. Alors cela va des draps dont beaucoup sont reprisés à des couvertures piquées qu'on appelle des boutis, en passant par toute la garde-robe paysanne, et également quelques tenues plus habillées comme des tenues de communiantes. Emmanuel va vous montrer un exemple de tenue de communiante. On conserve également des capes de berger et quelques pièces plus exceptionnelles comme une robe de mariée en soie du tout début du XXe siècle. La plupart des textiles sont conservés à plat dans des boîtes. Donc ce sont des boîtes de conservation. Et on fabrique des boudins en papier de soie neutre que l'on place au niveau des plis afin que le tissu ne soit pas trop marqué. Nous avons d'autres textiles qui sont conservés pendus dans des armoires. Et nous avons fabriqué des cintres, enfin disons que non, nous avons acheté des cintres dans le commerce que nous avons rembourrés nous-mêmes et recouverts de ce qu'on appelle du Tyvek, c'est un lin tissé de conservation. Voilà, on a fait ça en fait afin d'éviter les tensions sur les tissus pour pas qu'ils se déchirent. Voilà, ce sont essentiellement des hauts, des caracos, des chemises. Et nous avons des robes de deuil par exemple, des capes de berger, c'est assez divers. On essaye de ne pas perdre de place et donc on a aménagé ce petit recoin avec des grilles à tableaux. Donc ce qui nous a permis de fixer de manière verticale toutes les œuvres encadrées, donc on n'en conserve pas énormément. Donc vous voyez des photographies, des peintures, toutes sortes de médiums. Et on a quelques tableaux qui sont conservés différemment dans des boîtes fabriquées sur mesure. Donc ce sont les tableaux de la bergère et peintre Aimée Castin. Donc on en conserve une petite dizaine comme ceci dans des boîtes sur mesure. On conserve des pièces d'ornachement, donc principalement des bas, des colliers, des selles ou des sellettes. C'est assez compliqué à conserver, surtout pour ce qui est du maintien des formes de l'objet. Donc on a construit des socles en mousse spécifiquement pour chaque sellette. Elles ont été nettoyées également avec de l'eau distillée, avec des produits spéciaux pour nettoyer le fer parce que les fers étaient corrodés. Et puis il faut surveiller parce qu'évidemment les rongeurs aiment particulièrement ce genre de matériaux. On conserve quelques fonds importants provenant d'un seul et même donateur. Donc comme par exemple le fonds Robion. Donc c'est Madame Robion qui nous a donné le fonds de commerce de sa mère, Lucienne Paul, qui était coiffeuse et modiste à Saint-André-les-Alpes entre 1928 et 1932. Donc, bien, ce fonds comporte plus de 200 chapeaux, comme ceci. On vous en a sorti quelques exemplaires. Donc ce sont essentiellement des chapeaux cloches qui étaient à la mode dans ces années-là. Donc vous voyez celui-là qui a encore son étiquette. Voilà un autre chapeau cloche en paille. Et donc outre les chapeaux, dans cette collection, il y a également tout le mobilier du salon de coiffure. Comme une chaise avec un dossier réglable en hauteur, également le lave-tête
et tous les ustensiles de la coiffeuse, le sèche-cheveux, les bigoudis, etc. Voici ici un autre fonds d'importance, c'est le fonds Mougin. Alors Louis Mougin était le dernier tonnelier d'Aix-en-Provence. Il a exercé jusqu'en 1950 et ses filles donc, ont donné au musée de Salagon plus de 150 outils. Alors des outils qui portent des noms étranges pour les non-initiés comme les bondonnières, les bouteroles, les chasses, les chiens de tonnelier, les doloirs, les vastringues, les jabloirs, les varlopes ou encore les riflards. Alors suite à l'exposition que nous avons organisée en 2018 qui était consacrée à la céramique, nous avons regroupé ici dans les réserves tous les objets que l'on conserve et qui sont fabriqués en terre cuite. Alors ce sont essentiellement des ustensiles culinaires et on retrouve alors soit des pièces comme celle-ci de fabrication locale. Alors on les reconnaît à leurs pattes plutôt claires, soit des marmites et des poêlons, comme vous voyez ici, et qui sont des pièces d'importation puisque elles étaient fabriquées à Valoris dans les Alpes-Maritimes. Et donc vous voyez, ce sont plutôt des pâtes rouges. Et voilà, donc vous voyez toutes ces marmites qui ont différentes tailles, différentes formes. Vous remarquez que souvent on voit la trace du feu qui a noirci le dessous des objets. Et ici, pareil, des séries de poêlons. Ensuite, on a également des céramiques plutôt en lien avec l'architecture, comme des tuiles canal ici en bas. Et là, en haut, des tuyaux qui servaient pour l'adduction d'eau. Voilà, nous avons également quelques pièces de faïence plus précieuses, comme par exemple ce bassin, ce corps de fontaine de Moustier du XVIIe siècle, ou cette bouquetière d'applique, également de Moustier. Dans ces tiroirs, on conserve les matériaux inertes, qui sont le verre et la céramique, parce qu'ils ne craignent pas les composés organiques volatiles qui sont dégagés par le bois. Donc on conserve principalement ici les petites pièces. Dans les petites pièces remarquables, on a des taraillettes, donc la dinette en provençal, avec plein de petits éléments fragiles. On a également des faisselles qui servent à égoutter le fromage. Les seuils à traire, pour aller traire des vaches et des beurriers. Comme celui-ci, pour conserver le beurre. Alors tout en haut de ces meubles, vous voyez ces objets en terre cuite. Alors en fait, ce sont ce qu'on appelle des boulins, c'est-à-dire des nichoirs à pigeons que l'on trouvait dans les pigeonniers. Alors les boulins pouvaient être réalisés dans divers matériaux. Ça pouvait être de la vannerie, ça pouvait être du plâtre. Mais ici, en Haute-Provence, c'était vraiment une spécificité. On en fabriquait en terre cuite. Donc voilà, ce sont des choses qui ont disparu au fur et à mesure. C'est à ce moment-là que l'association Alpes de Lumière, Pierre Martel, donc les membres de l'association, lors des collectes d'objets, ils ont sauvé la destruction ces boulins en terre cuite que l'on conserve maintenant dans les réserves du musée de Salagon. Alors voici la dernière salle que nous allons vous faire visiter. Les objets lourds et encombrants sont placés directement au sol sur des palettes. Alors nous n'avons pas terminé le rangement, le rangement n'est pas optimisé.
Vous pouvez voir toutes sortes de gros objets. Également, beaucoup d'objets emmanchés. Nous sommes actuellement en train de chercher un système pour les maintenir droits les uns à côté des autres. Alors vous avez certainement l'impression qu'il nous reste de la place et pourtant bien ce n'est pas le cas. Nous avons encore beaucoup d'autres objets qui attendent de réintégrer les salles car nous les avions déménagés avant les travaux puisque ces salles ont bénéficié de travaux d'isolation notamment il y a quelques temps. Toute nouvelle acquisition, y compris les dons, doivent passer devant une commission régionale d'acquisition. Donc on ne peut pas accepter systématiquement les dons qu'on nous propose. Vous avez maintenant un aperçu de notre travail et de ce que contiennent les réserves de Salagon, qui sont le cœur et l'histoire du musée. C'est un travail de fourmi qui avance très très doucement. Et si vous êtes intéressé par ces collections, eh bien on vous conseille de vous procurer cet ouvrage, le guide des collections, que vous pouvez trouver en vente à la librairie de Salagon ou également sur le site internet, sur la boutique en ligne. Et je vous conseille également de consulter le site. Vous verrez qu'il y a un onglet dédié aux collections qui vous permettra de découvrir une sélection d'objets sélectionnés par thème. Et bien sûr, on vous attend nombreux pour visiter les expositions qui sont le but ultime du musée.